Merci Emmanuel. Oui, donc bonjour, je suis Aymeric Reher, je suis psychiatre et je dirige une équipe d'addictologie à l'hôpital Avicenne à Bobigny, une équipe qui appartient à un service de psychiatrie. Et puis donc je suis, comme l'a dit Emmanuel, également doctorant à l'espace éthique et donc affilié à l'équipe d'accueil 1610 de Paris Sud. J'ai choisi de vous parler non pas d'un processus de décision particulier, bien que dans le champ de la psychiatrie, il y ait quelques décisions un peu singulières qui mériteraient qui méritent de discuter, de travailler, comme la question des soins sous contrainte par exemple. Mais en l'occurrence, j'ai choisi de vous parler plutôt du contexte ou de ce que je perçois, moi, du contexte contemporain de la prise de décision et de la discussion en équipe, dans les équipes, en tout cas dans les équipes psychiatriques, dans un certain nombre d'équipes psychiatriques et peut-être aussi dans des équipes de soins généraux, alors peut-être plus particulièrement dans le champ de la maladie chronique, quand on a le temps et quand on peut être en situation de collégialité, comme Aline parlait tout à l'heure de ces éléments essentiels de la discussion. Je vous parle donc d'un contexte, d'un moment où la décision peut se prendre, en tout cas en apparence, dans des conditions idéales. Mais donc je voudrais souligner que peut-être dans ce contexte, il y a aussi un certain nombre de difficultés. Et mon point de mon intervention, ce sera justement des questions ou ce qui peut survenir lorsque l'on est dans une recherche de consensus effréné, qu'on peut voir dans certaines équipes, et peut-être un certain climat de confusion qui peut se sentir dans ces contextes. Alors pour cette intervention, je me suis appuyé à la fois sur mon travail de recherche, donc puisque je travaille un peu effectivement autour des questions d'addiction et des questions de relations entre soignants et patients et de relations à l'intérieur des groupes soignants, avec, vous le verrez, une préoccupation que j'ai pour la santé des soignants. Je me suis appuyé également sur mes observations des équipes dans le cadre de travail de liaison, parce que une des missions de l'unité que je dirige, c'est de faire de la psychiatrie et de l'addictologie de liaison sur l'hôpital. Donc ça permet de rencontrer un certain nombre d'équipes et de voir un peu comment elles fonctionnent. Et puis aussi je me suis appuyé aussi sur les réalités de ma propre équipe, qui vit probablement en ce moment un moment de confusion importante après une fusion contrainte. Qui nous amène en fait à agrandir notre équipe et à gagner en apparence beaucoup de choses et beaucoup de moyens, mais qui produit un effet de désorganisation assez important dans l'équipe et l'émergence de cette confusion que je vais essayer de caractériser un peu. Alors, pour illustrer mon propos, comme je l'ai mis dans mon titre, je vais m'appuyer sur un exemple, celui de la psychothérapie institutionnelle. Je vais vous raconter un peu de quoi il s'agit tout à l'heure. Mais avant d'en venir à cet exemple, je voudrais juste camper quelques petits éléments de ce qui caractériserait ce que j'ai appelé tout à l'heure le contexte du travail en équipe et de la décision d'équipe actuelle. D'abord, soigner est un métier difficile, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est une palissade ici. La souffrance des soignants est quelque chose qui maintenant est assez bien connu. On a un certain nombre d'études quantitatives qui montrent la prévalence importante de la psychopathologie, des addictions, des gestes suicidaires chez les soignants, prévalence plus importante qu'en population générale, plus importante que dans certains autres groupes professionnels. Il y a aussi au niveau qualitatif, un certain nombre de données, d'études intéressantes. Il y a Pascal Bolinier, que vous connaissez peut-être, qui est professeur de psychologie à Paris 13, qui a travaillé longtemps avec Christophe Dejour sur la souffrance au travail et qui a travaillé plus particulièrement sur les soignants. Donc on a cette donnée de cette souffrance particulière des soignants aujourd'hui. Et on a aussi beaucoup de propositions sur les causes potentielles de cette souffrance. Pour ma part, je ferai l'hypothèse que, en tout cas, un certain nombre de ces causes peuvent se retrouver ou se percevoir, se comprendre comme une perte du sens collectif du soin. Je veux dire qu'individuellement, quand on interroge les soignants, et ça a été le cas dans l'étude qu'on a menée par exemple, les soignants savent dire ce qui les motive dans le soin quand on les regarde, quand on les prend, quand on parle avec eux individuellement. Ils peuvent dire ce qui les motive, ce qui les a amenés là, ce qu'ils souhaitent pour leurs patients. Par contre, dans les équipes, ça semble beaucoup plus difficile de dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, pourquoi est-ce qu'on le fait ensemble, qu'est-ce qui nous motive, selon quels principes, pour quelles valeurs est-ce qu'on fait ce travail ensemble.
Alors un autre point que je voudrais amener avant de parler de mon exemple, c'est la question de la place du système gestionnaire ou de ce qu'on peut dire souvent de l'empiètement ou de l'envahissement du système gestionnaire sur le soin. Je pense que quand on parle des difficultés des soignants à trouver du sens à leur action, cette explication de l'empiètement gestionnaire vient volontiers, spontanément. Alors mon hypothèse serait que peut-être plus qu'une cause de la perte de sens de l'action soignante, l'empiètement gestionnaire serait plutôt une conséquence. Je prends cette position parce que d'abord elle me semble un peu plus mettre le soignant dans une position un peu plus active, à savoir qu'il peut donc avoir une certaine responsabilité dans le fait que le gestionnaire prenne une telle place dans son activité quotidienne. Là, je conçois qu'il y ait quelque chose un petit peu provoquant dans ce que je dis, mais je pars de mon exemple propre en tout cas. Il se trouve qu'ayant dans mon équipe une partie de structure médico-sociale, j'ai une contrainte gestionnaire considérable. Je m'en suis beaucoup plaint jusqu'à me rendre compte que finalement, parfois je préférais m'occuper de mes fiches de poste et de mes plans d'action, très génériques, très globales, mais pour parler un peu de cette rationalité organisationnelle qui prend tant de place. Je ne veux pas dédouaner ce système de ses potentiels effets négatifs et je ne veux pas non plus qu'on désigne dans les équipes des porteurs de cette rationalité, comme les cadres, comme les médecins en position de cadre, qui dédouaneraient un petit peu aussi là les autres professionnels de sans doute ce devoir de reprise un peu de reprise d'initiative par rapport à la construction d'un sens collectif du soin. Le système gestionnaire, évidemment, n'est pas neutre au plan éthique. Il n'explique pas nécessairement les valeurs sur lesquelles il s'appuie, mais il s'appuie sur des valeurs, pose des principes, et il appartient aux soignants de décrypter ces valeurs et de se positionner par rapport à elles, de savoir reconnaître celles qui peuvent apporter quelque chose à l'action collective, et je pense qu'il y en a, et se mettre en discussion, voire en dissidence avec celles qu'ils pensent en désaccord avec un sens commun du soin. On pourrait s'appuyer sur un auteur pour ça, Alasdair MacIntyre, qui est un philosophe écossais, qui distingue clairement pratique de soins, pratique soignante et institution. Le terme d'institution, je le reprendrai tout à l'heure dans un autre sens, mais pour MacIntyre, l'institution, c'est justement le gestionnaire, l'organisationnel. Et pour lui, il y a une frontière relativement hermétique entre les pratiques soignantes et l'institution. Et les soignants, comme je le proposais là, ont à assurer eux-mêmes la vertu, puisque c'est chez MacIntyre, il y a la question éthique de la vertu. Les soignants doivent s'approprier leurs pratiques soignantes et les développer sans se laisser envahir par la question institutionnelle. Le troisième point que je voulais aborder avant de parler de mon exemple, c'était la remise en contexte de l'action soignante dans le monde dit moderne, hypermoderne, postmoderne. Enfin, il y a différents termes comme ça qui caractérisent un peu l'idée d'une rupture dans le cours de l'histoire sociale, d'une rupture qu'on pourrait caractériser par un certain nombre de points. Ces différents termes ne sont pas tout à fait équivalents, mais ont en commun cette idée-là. Donc on peut se référer à des auteurs comme Gilles Lipovetsky, comme Zygmunt Bauman, comme Anthony Giddens. Donc parmi les nombreuses propositions qu'ils font pour caractériser cette société hypermoderne, j'en garde trois qui m'intéressent, qui intéressent notre discussion. D'abord la montée des experts et la montée des discours d'expertise au détriment des discours citoyens. Une dilution de la responsabilité aux différents niveaux de la société et un abrasement, voire une abolition de toute conflictualité. Alors il me semble qu'on peut regarder un peu l'action soignante ou les discussions soignantes un peu sous cet œil-là aussi, en voyant comment dans les groupes de soins, il y a une survalorisation du discours d'expertise, un discours rationnel fondé sur les preuves, au détriment d'un certain savoir relationnel. Alors, je pense que vous voyez assez précisément et assez facilement ce que je veux dire par discours rationnel fondé sur les preuves. Caractériser un savoir relationnel est quelque chose de beaucoup plus délicat, mais
J'y pensais en écoutant Aline tout à l'heure et ce qu'elle disait des RMM, voilà, sans du tout retirer tout intérêt à ces démarches. Il y a quelque chose de la mise en balance d'un discours rationnel et d'un discours plus émotionnel, plus relationnel. Et l'équilibre actuel est clairement du côté du discours d'expertise. L'autre point, c'est l'extension du domaine de la responsabilité dans une forme d'horizontalité ou de mise en horizontalité des intervenants dans les équipes, avec comme corollaire un sentiment de culpabilité diffus. Et troisième point, la recherche du consensus, que je comprends comme un refus de toute conflictualité, un évitement de la conflictualité. Et cette recherche de consensus, pourtant, semble s'accompagner d'une perception d'une certaine violence, malgré tout, environnante. Alors, ces aménagements de la discussion dans les équipes semblent produire un gain d'efficacité, un gain de lisibilité, un gain de transparence, un gain de rationalité, mais pourtant ne semblent pas rassurer complètement les patients, ne semblent pas rassurer non plus complètement les professionnels. J'en viens donc à mon exemple, qui est un exemple que je prends de façon un peu décentrée, puisque pour le coup, la question de la psychothérapie institutionnelle a émergé dans l'après-guerre, donc à une période qui est caractérisée plus par son défaut que par son excès d'emprise gestionnaire. Donc cette initiative, ces expériences institutionnelles émergent dans l'après-guerre, après les nombreuses catastrophes de la guerre, et parmi les catastrophes de la guerre, l'hécatombe qui a eu lieu dans les hôpitaux psychiatriques. Vous le savez sans doute, il y a eu de nombreux morts. En 5 ans, environ la moitié de la population des hôpitaux psychiatriques a disparu, soit liée à des déprivations, à des maltraitances, à des carences. Enfin, l'hécatombe a été très, très importante. Et donc les psychiatres, les jeunes psychiatres notamment, après la guerre, se situent un peu, enfin, sont un peu révoltés par cet état de fait et considèrent que l'asile, tel qu'il existait, est en partie responsable, en tant que système, de cette hécatombe. Donc ils vont chercher à faire de nouvelles propositions de soins, donc encore une fois dans un contexte où ils ont une certaine liberté d'expérimentation. Ces psychiatres se réfèrent à des idées humanistes et libérales des Lumières, ils se réfèrent aussi aux idées marxistes qui sortent très renforcées de la guerre, et aussi sur les théories psychanalytiques. Il faut vous remettre aussi dans le contexte. D'abord, la psychanalyse, dans la deuxième partie du XXe siècle, a connu un certain nombre de développements qui la rendent très présente et très remarquablement efficace. Et puis, c'est une époque aussi où on n'a pas de traitement, on a peu de traitement, on n'a pas de chimiothérapie efficace, on a différentes techniques plus ou moins efficaces, mais on est assez désarmé et la psychanalyse permet quand même d'aborder un certain nombre de problématiques des patients. Donc ces psychiatres vont sortir de l'asile et s'installer dans des lieux qui n'ont rien à voir avec l'asile. Sans doute que l'immobilier était assez peu cher à l'époque. Ils s'installent dans des châteaux, dans des fermes, dans des parcs, enfin dans des lieux qui sont beaux, ce qui était un point important dans leur expérimentation. Et ils vont y installer les patients et les équipes et essayer de travailler en s'appuyant sur la qualité du groupe et des interactions entre patients et soignants. Vous y reconnaîtrez peut-être un certain modèle de communauté. Effectivement, il y a eu des communautés thérapeutiques, en tout cas des idées qu'en s'appuyant comme ça sur un fonctionnement de groupe, un fonctionnement collectif, on pouvait aider les patients, et les patients ayant des maladies mentales souvent sévères, à rentrer dans un fonctionnement social meilleur. Donc voilà, ce soin institutionnel reposait sur une animation pensée du groupe constitué par les patients et par les professionnels. Ce modèle a eu des implications thérapeutiques importantes, a eu une efficacité indiscutable et reste aujourd'hui vivant, puisqu'il reste des lieux qui fonctionnent vraiment sur ce modèle de la psychothérapie institutionnelle en France. Mais il faut savoir aussi que ce modèle a diffusé très largement, puisque la plupart des services de secteur, donc des services de psychiatrie, la plupart des services de psychiatrie en France qui travaillent dans le système de secteur, utilisent encore un certain nombre de préceptes et de théories et de pratiques issues de cette approche.
Donc c'est une approche que moi-même j'apprécie beaucoup, mais je voulais appuyer juste sur un point de difficulté qui a émergé dans cette expérience dans les années 60-70 à peu près, et qui a fait des débats importants entre psychiatres et un certain nombre de scissions autour du statut des soignants, notamment des infirmiers, et de leurs relations réciproques au sein des équipes et auprès des patients. Dans plusieurs lieux, à plusieurs moments, ont émergé des mouvements d'horizontalisation, c'est-à-dire des mouvements d'équipe qui produisaient une abolition de la hiérarchie, qui conduisait l'infirmier notamment à prendre une position de psychothérapeute et qui mettait à équivalence de paroles toutes les paroles, à équivalence de statut, toutes les paroles dans l'équipe. Alors, généralement, ces mouvements d'institutionnalisation allaient avec un certain malaise, comme je vous le disais, des équipes, et plusieurs de ces centres ont appelé des psychanalystes extérieurs pour essayer de venir travailler et essayer d'aider l'équipe à trouver des solutions. Dans les observations et analyses de ces psychanalystes, il y a des grands noms de ces psychanalystes maintenant, enfin, Dyadkine, Lebovici, Racamier, ce sont des noms que vous avez peut-être entendus, qui sont des psychanalystes qui ont laissé des traces importantes et des œuvres importantes. Ce sont ces psychanalystes-là qui ont été au chevet de ces institutions et qui ont souvent observé des effets quand ça n'était pas sur les patients, quand ça ne produisait pas une dégradation de l'état des patients. Ces effets d'horizontalisation provoquaient une dégradation des relations et du climat à l'intérieur de l'équipe, avec ce sentiment diffus de confusion dont je parlais tout à l'heure. Alors, les psychanalystes décrivent un peu ce qu'ils appellent la confusion. Ils parlaient de confusion des espaces. Et effectivement, dans ces lieux, à certains moments, les espaces se confondaient, les espaces privés, les espaces professionnels, les espaces intimes, les espaces transparents, les espaces des patients, les espaces des soignants. Il y avait aussi des effets de confusion des générations qui se mettaient en place avec une perte de reconnaissance de la valeur du discours de l'expérience et du discours des anciens, avec une revendication des discours des jeunes psychiatres, notamment revendiquant un savoir que leurs aînés n'avaient pas. Et puis une confusion des sexes aussi qui pouvait se percevoir de façon importante. Alors, pour illustrer un peu cet état, puisqu'on est avec les psychanalystes, j'avais envie de vous parler un petit peu de la horde primitive de Freud. Vous savez sans doute, vous avez entendu cette histoire un peu de la horde qui émerge, enfin, dont Freud parle dans Totem et Tabou, qui est une sorte d'état de nature, qui est une sorte de fiction philosophique qu'il propose pour essayer d'expliquer le démarrage de la société. Donc, cette horde primitive vit toutes sortes d'aventures, mais il y a un point particulier qui m'intéresse. Au moment où cette horde primitive tue le père, qui est en fait la figure... très rapidement, la horde primitive, c'est un groupe dominé par un père, par un patriarche, qui a accès à toutes les femmes du groupe et soumet tous les hommes du groupe. C'est une espèce de modèle animal de la société. Les fils se révoltent et tuent le père. Donc après la mort du père, il y a un moment très particulier où toute la horde se situe horizontalement, où tous les éléments de la horde se situent au même niveau, frères et sœurs, avec une explosivité, une conflictualité potentielle majeure à l'intérieur du groupe, et la mise en place de liens entre les membres du groupe de type endogamique et de type incestuel. C'est une forme d'équilibre qui se met en place entre l'endogamie et la gestion du conflit pour éviter l'explosion. Malheureusement pour eux, cette situation endogamique provoque en même temps un sentiment de culpabilité majeur et une angoisse majeure, dont le groupe, dont la horde doit sortir. Alors Freud pense que pour s'en sortir, la horde a fait appel au totem. Le totem étant une représentation symbolique figurant l'ancêtre, figurant le cours des générations et réinstallant la horde dans une filiation, dans une culture. Une fois le totem restauré, la horde
honteuse de son endogamie, restaure l'exogamie. Et en restaurant l'exogamie, c'est-à-dire la sortie du groupe pour aller vers un autre groupe, elle restaure la différenciation. C'est le point là où je voulais en venir. Le totem permet de reconstruire cette différenciation. Alors, comment les psychanalystes, ces psychanalystes dont je parlais, ont aidé Ok, je me dépêche un peu. Comment les psychanalystes ont aidé ces groupes qui étaient en souffrance? Et bien justement, en les aidant à essayer de recréer un totem. C'est la question de recréer le sens collectif du soin dont je parlais tout à l'heure. Comment est-ce qu'ils les aident à recréer un totem? Ils les aident en cherchant à développer des valeurs communes, en leur demandant d'expliciter en commun les valeurs pour lesquelles ils travaillent, en respécifiant les rôles, donc en respécifiant les rôles professionnels au sein de l'équipe, et en attribuant aux professionnels des tâches qui correspondent à leur rôle attribué, et aussi en fonction de leur sexe, enfin, la question de la redifférenciation individuelle au sein du groupe. Reconnaissant ou en amenant le groupe à reconnaître la valeur de l'expérience, la valeur du discours des vieux professionnels, et puis aussi en reconnaissant l'importance de la fonction phorique du leader. La fonction phorique, c'est sa capacité à porter un étendard, sa capacité à aller à l'extérieur, parler des valeurs communes de l'équipe. Alors pour moi, je terminerai là-dessus, cette réflexion autour de l'ordre primitif, ça fait écho à un texte de Paul Ricoeur de 86, enfin son texte dans l'Encyclopédia Universalis à l'entrée éthique, où Paul Ricoeur décrit le socle de l'intention éthique dans la rencontre avec l'autre comme la mise en jeu non pas de 2, mais de 3 personnes. Pour Ricoeur, l'enjeu principal de cette intention éthique, c'est la reconnaissance de l'autre comme sujet propre, comme sujet différent, radicalement différent. Or, cette perception de la différence est impossible à 2. À 2, l'autre est ramené systématiquement à soi. Et en ramenant l'autre à soi, on lui fait violence. Donc la seule solution pour Paul Ricoeur, c'est l'instauration du tiers, le 3e terme, qui lui vient permettre la reconnaissance de la différence. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand on relit le texte de Paul Ricoeur et ce qu'il dit des caractéristiques et des propriétés du tiers, ça ressemble beaucoup à ce que Freud dit du totem. C'est-à-dire que le tiers est constitué des mêmes éléments, il est constitué des ancêtres, de la filiation, du cours des générations, de la culture, du langage, de tout ce qui fait l'inscription dans une lignée. Et il a les mêmes propriétés de protection et de redifférenciation, de production de la différence. Donc en conclusion, je dirais que en redifférenciant, en reproduisant de la différence dans les équipes, sans doute on reproduit de la conflictualité, on produit le retour de la conflictualité. Mais comme nous l'avons vu, la conflictualité n'est pas la violence. Et les situations aconflictuelles, la recherche de consensus absolu, produit parfois des effets de violence très importants. Le conflit tel que je l'entends serait plutôt la différence de point de vue, la controverse, dont on peut penser qu'elle peut être plus féconde en décision vivante qu'un consensus systématique. Je vous remercie.